La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Crise migratoire, terrorisme, des sujets d'actualité évoqués cette semaine à Lomé. Le Parlement de la CEDEAO a choisi la capitale togolaise pour une réunion délocalisée. Une meilleure prise en charge des réfugiés et des déplacés est l'une des recommandations issues de ces assises. Les précisions dans ce journal. 100 jeunes entrepreneurs togolais ont reçu le coup de pouce du ministère en charge du développement à la base. Des diplômes d'honneur, des chèques de subvention leur ont été remis pour les inciter à faire plus. Et puis les filles sont à l'honneur chez Plan International Togo. Une campagne mondiale est lancée en leur faveur et appelle à l'égalité et l'équité genre. Une caravane a sillonné les artères de Lomé ce matin pour passer le message. Voilà, pour les titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La prise en charge des réfugiés et des personnes déplacées au sein de l'espace communautaire, le sujet a concentré les attentions des parlementaires de la CEDEAO durant 4 jours à Lomé. La réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO a abouti à d'autres recommandations en faveur des populations des pays membres de l'organisation régionale. On note que l'Afrique subsaharienne abrite 26% des réfugiés dans le monde. Les détails avec Augustin Kossi. La protection et la prise en charge des réfugiés ou personnes déplacées au sein de l'espace CEDEAO, une question qui nécessite un cadre juridique harmonisé. Les députés de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO en réunion délocalisée à Lomé ont questionné le sujet pendant 4 jours. Des travaux ponctués par des échanges qui ont permis de prendre la mesure des enjeux liés aux soins de santé, d'hébergement et d'alimentation des réfugiés et personnes déplacées. Les parlementaires de l'institution régionale plaident pour la ratification de la Convention de Kampala relative à la protection des personnes déplacées. Il s'agissait pour les parlementaires de la communauté de discuter avec les organisations non étatiques comme les HCR, le PAM, les CICR pour voir comment elles interviennent concrètement sur le terrain pour apporter l'assistance aux personnes déplacées, aux réfugiés. Il s'agissait aussi deuxièmement de voir comment la CEDEAO à travers sa commission peut adopter une démarche commune et harmonisée en matière de prise en charge donc, des personnes déplacées et des réfugiés. À l'issue de nos discussions, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait que les États membres de la CEDEAO puissent internaliser en leur sein la Convention de Kampala qui est une convention qui prévoit et qui résume toute la problématique de la prise en charge donc, des personnes déplacées et des réfugiés. Les échanges ont été également enrichis des expériences de certains pays de la sous-région en matière de la prévention de la gestion des déplacements internes. Le Togo et le Niger ont été cités comme un cas d'école. Nous avons eu une communication des autorités togolaises sur la question et on remarque qu'au niveau du Togo, il y a d'abord des mesures législatives qui ont été mises en place, notamment la ratification de toutes les conventions internationales en matière de prise en charge des personnes réfugiées. Il y a aussi que le Togo a adopté une loi entrant dans le cadre de la prise en charge des personnes déplacées et des réfugiés. Mieux, sur le terrain, concrètement, institutionnellement, le Togo a mis en place un certain nombre de structures, notamment le Haut Commissariat chargé des réfugiés, qui concrètement sur le terrain apporte de l'assistance aux personnes déplacées et aux réfugiés. Et nous avons aussi discuté de l'exemple du Niger. Des interventions à harmoniser au niveau des autres États membres de l'organisation communautaire en vue d'une réinsertion socio-économique de tous les déplacés internes. Les députés ont aussi adressé des mots de remerciement aux plus hautes autorités du Togo pour le soutien et l'accueil qui leur ont été réservés. Et avant de prendre congé de ces hôtes togolais, des parlementaires de la CEDEAO ont visité le nouveau port de pêche de Lomé ce samedi. Les députés sont allés à la découverte de cette infrastructure quelques mois après son inauguration. Et justement, c'est pour se faire une idée de son fonctionnement. Le point de la visite avec Arnold Kiliou. Quelques mois après son inauguration, le nouveau port de pêche a attiré la
curiosité des parlementaires de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO. Après la tenue de la réunion délocalisée à Lomé, ils ont voulu se faire une idée du fonctionnement de cette nouvelle infrastructure qui vient renforcer l'efficacité du port autonome de Lomé. Je suis vraiment impressionné par les infrastructures et tous les dispositifs qui se trouvent ici. Je félicite le gouvernement togolais, le président de la République pour avoir pensé à faire un centre comme ça dans le cadre de la pêche. Je pense que ça permettra vraiment de bien organiser la pêche au niveau du Togo et vraiment d'avoir un produit de qualité. Nous avons vu le bureau des coopératives, la chambre des glaces avec 2 grandes machines dont la production de 5 tonnes par machine et par jour. C'est suffisamment déjà une technique très avancée. Il fallait ça lorsqu'il y a la mer, il y a un grand port. Le port d'ici commence à être très important en Afrique de l'Ouest. Il y a aussi le poisson. C'est une denrée consommée à grande échelle, donc économiquement c'est très bon. Et le fait d'autonomiser avec des coopératives et une pêche semi-moderne, c'est déjà permettre aux gens de travailler. Donc c'est économiquement viable pour le pays, ça donne du travail et c'est très bien. La visite s'est poursuivie avec l'étape du camp des réfugiés ivoiriens d'Avé-Pozo. 1289 réfugiés ivoiriens, dont 108 demandeurs d'asile, résident encore dans ce camp. Les députés du Parlement de la CEDEAO sont allés témoigner leur solidarité aux compatriotes ivoiriens et leur rassurer que toutes les dispositions sont prises pour leur retour en Côte d'Ivoire. Très réconfortés, les responsables du camp ont remercié les autorités togolaises et la population pour leur hospitalité légendaire dont ils bénéficient au Togo. La suite de cette édition, je vous donne lecture de ce communiqué de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 25 juin 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Je vous amène à présent à la découverte de cette mise en scène, une simulation pour tester la capacité d'intervention des étudiants de l'ESSAL. Une explosion a eu lieu au cours de mariage à Lomé. 3 différents services, notamment le corps des sapeurs-pompiers, les FAT et les élèves de la 8e année de l'école du service des armées de Lomé ont permis de sauver des victimes. Le récit de Ekwesala. La presse n'a été informée de l'explosion qu'après quelques minutes et notre arrivée sur les lieux a coïncidé avec celle du groupe d'intervention légère antiterroriste. Il est rejoint quelques secondes par les sapeurs-pompiers. Les dégâts sont visibles, les blessés sont aussitôt évacués. Non loin de là, une équipe de médecins militaires les reçoit pour les premiers soins. Les cas graves sont aussitôt transportés vers un centre hospitalier spécialisé. L'exercice résume ce que la 8e promotion des élèves officiers de l'école du service de santé des armées de Lomé et Sal a acquis au cours de quelques semaines de formation en médecine de catastrophe. Dans une situation de catastrophe, la caractéristique principale que nous avons, c'est que dans un temps immédiat, il y a une inadéquation entre les moyens dont nous disposons et le besoin qui se présente. La catastrophe ne prévenant personne, donc il faut s'adapter à cette situation-là dans l'immédiat. Donc c'est cet exercice-là, nous avons simulé un cas d'attentat terroriste, comment il réagit dans l'immédiat, et c'est ça qui a consisté à cette évaluation pratique aujourd'hui. La médecine de catastrophe prépare les élèves médecins militaires aux réalités du terrain en cas de catastrophe. Cette formation est organisée grâce à la coopération française pour permettre à ces stagiaires d'acquérir les compétences nécessaires. Donc le principe de base, c'est organiser les secours, trier les victimes pour déterminer quelle est la victime la plus urgente, les victimes les plus urgentes, les victimes qui peuvent un petit peu attendre, celles qui doivent aller voir le chirurgien, donc aller à l'hôpital en premier, et pas envoyer tout à l'hôpital de façon anarchique, parce que la catastrophe va se retrouver à l'hôpital.
Il faut organiser aussi l'hôpital, protéger l'hôpital. Donc il faut trier les victimes et ça ils ont appris à trier. Qu'est-ce qu'une urgence absolue, qu'est-ce qu'une urgence relative qui peut attendre un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce patient pour l'améliorer et quel est le patient qu'on ne pourra pas améliorer avec nos moyens sur le terrain. Celui-là, il faudra l'envoyer le premier à l'hôpital. 26 stagiaires de la médecine militaire sont pris en compte par cette formation. Chacun d'eux est reparti avec une attestation de participation. Ceci témoigne de leur capacité à intervenir en cas de catastrophe. Et Yolande, c'est un titre des jeunes entrepreneurs togolais encouragés à participer davantage au développement économique du Togo. Ils sont au total 100 à recevoir leur diplôme d'honneur et chèque de subvention jeudi dernier à Lomé. C'est le ministère en charge du développement à la base qui crée ainsi l'émulation chez les bénéficiaires du FAEJ. La cérémonie avec Kamen Madia Kapo. 500 jeunes entrepreneurs sont ici célébrés pour avoir honoré leur engagement vis-à-vis du fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Ils reçoivent des attestations et des primes pour avoir remboursé la totalité des crédits qu'ils ont obtenus grâce à l'appui du fonds. Je suis traducteur, interprète agréé et formateur aussi, donc c'est ce que j'ai fait avec. Ça n'a pas été facile au départ. Comment ouvrir un cabinet, le premier bureau, le marché, trouver les contrats, c'est un peu difficile franchement. Mais Dieu nous a aidés, on a eu quelques progrès et on a pu solder le premier crédit. J'ai reçu un crédit du FAEJ en 2014. C'est un crédit de 1 800 000 que j'ai fini de rembourser en 2016. Avec ce, j'ai pu mettre en place une unité de production de yaourt aux fruits sans conservateur. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais il faut avoir une certaine philosophie, une certaine aptitude. Pour ceux qui n'arrivent pas à payer pour une raison ou pour une autre, c'est une question de mentalité. Il faut qu'ils sachent qu'en payant leur crédit, ils s'enrichissent eux-mêmes. Depuis 2013, ce sont 13 599 jeunes Togolais qui ont été formés en entrepreneuriat et 1847 d'entre eux ont pu bénéficier d'un appui financier pour un montant total de 3 52 757 286 francs CFA. En moyenne, le crédit jeune entrepreneur à 4,5% s'établit à 1,5 million par jeune. Mais comme je dis, c'est une moyenne. Il y en a qui prennent plus haut que ça, il y en a qui prennent plus bas que ça, mais la moyenne calculée est de 1,5 million par jeune. Et ces jeunes-là ont travaillé à non seulement mettre en place leurs entreprises, mais à l'installer dans la durabilité et aussi à créer beaucoup d'emplois. Pour la ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, ces jeunes chefs d'entreprise sont des modèles de réussite qu'il faut encourager. Elle aura donc à réitérer la détermination du gouvernement à les accompagner dans les différentes étapes pour accroître leurs entreprises. Un engagement du gouvernement décliné dans l'axe 3 du Plan national de développement PND, l'inclusion sociale et financière. Les 100 jeunes entrepreneurs qui ont fini de rembourser leur crédit et qui sont maintenant prêts à rentrer dans une autre phase de croissance, nous avons d'abord voulu les célébrer. Nous avons voulu renforcer leurs capacités, surtout dans l'établissement des états financiers, mais aussi dans le développement de l'entreprise, parce que ça requiert un certain nombre de savoir-faire. Chacun des jeunes a reçu une prime de remboursement de 150 000 francs avec une attestation qui montre que le jeune a respecté ses engagements. Nous l'avons fait pour attirer l'attention de la jeunesse togolaise, que dire l'État fait beaucoup pour la jeunesse. L'État encourage les jeunes, mais il faut que les jeunes acceptent de faire leur part, de jouer leur partition. Et nous voulons que ces jeunes servent de modèle aux autres jeunes. Ce que je voudrais également y relever ici, c'est que la mesure présidentielle de réserver un quota de 25% aux jeunes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, est une mesure de discrimination positive à l'endroit de cette cible.
Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que les jeunes entrepreneurs, pour peu qu'ils aient la volonté, participent à ces différents marchés publics. Et donc, il revient à ces mécanismes-là, le FAEJ, la NPGF, même la RMP, la DSMP, d'accompagner les jeunes. Déjà l'année dernière, ces accompagnements avec le guichet unique ont permis d'octroyer, de faciliter l'octroi de 12 milliards de francs CFA de marché, ce qui représentait quand même à peu près un peu plus de 10% des marchés publics en termes de volume. Et cette année, sous les instructions du chef de l'État, nous pensons faire au minimum le double. Et c'est avec les jeunes que nous allons le faire. Cette rencontre a fait suite à une formation de jeunes chefs d'entreprise sur l'élaboration des états financiers simplifiés et des projets de développement tenus du 17 au 20 juin. Après l'effort, le réconfort, les producteurs du maïs blanc à Bakwasi et à Kounioou se frottent déjà les mains. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT est passée dans ces deux localités pour la collecte de cette céréale. 50 tonnes de maïs achetés à Bakwasi et 25 tonnes à Kounioou. Le paiement a été fait par virement bancaire sur le compte de ces groupements. Ils auront la facilité d'accès au crédit auprès des banques. Le point avec Désiré Aloyer et Sivera Boudjou. 8 millions de francs CFA, l'équivalent de 50 tonnes de maïs blanc de très bonne qualité, livrés ici à Barkwasi. Un grand jour pour les producteurs qui vont toucher cette coquette somme à la banque. L'ANSAT, par une nouvelle vision soutenue par des stratégies, pousse les producteurs à devenir de véritables entrepreneurs. Nous sommes groupement Nos Femmes de Barkwasi. Nous avons livré la facture à 8 millions à l'ANSAT, contre 50 tonnes de maïs. L'argent est sur notre compte dans les banques. Comme nous sommes avec ANSAT, avec MIFA, on a l'engrais, le marché, on a l'argent à notre disposition pour produire plus d'avantages. Au lieu de 50 tonnes, l'année prochaine, nous allons livrer 200 tonnes à l'ANSAT parce que nous aurons des prêts pour tourner nos affaires. Quand on va produire beaucoup, il y aura les usines de transformation. Avec le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA et la bancarisation de nouvelles options, la production serait désormais à échelle, une préoccupation pour nourrir l'ambition, l'axe 2 du PND. Le gouvernement, à travers l'ANSAT, vient à Barkwasi pour un achat de 50 tonnes de maïs blanc. Ceci pour constituer le stock de sécurité et permettre aux producteurs de mieux préparer la campagne agricole. Nous profitons de l'occasion pour les mettre en relation avec les banques. Ils doivent savoir également la nécessité de délivrer des factures aux clients après la vente. Ceci pour laisser des traces de leurs activités. Nous avons MIFA qui accompagne les producteurs et passer de la pratique d'une agriculture de subsistance à une agriculture de commercialisation, ce qui va étoffer l'axe 2 du PND. ANSAT demande donc aux producteurs de s'organiser davantage en coopératives et groupements pour plus de rendement et tirer beaucoup profit. Un autre conseil, ne pas brader les récoltes et opter toujours pour les ventes groupées autour des points fixes. Au Kounioou, à environ 30 km d'Atapamé. Ici, c'est le groupement catholique Bodjo qui bénéficie de cette opération d'achat de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT. 25 tonnes de maïs blanc ont été achetées auprès de ce groupement pour un montant de 4 millions de francs CFA. Après l'achat, le paiement se fait par virement bancaire, une nouvelle donne de l'ANSAT pour permettre aux producteurs de nouer des relations avec les banques en vue d'obtenir des crédits. C'est une bonne stratégie pour nous les producteurs aujourd'hui parce que ça sert une grande relation avec les producteurs et la banque. Ce n'est pas seulement uniquement pour l'achat de l'ANSAT, mais ça nous servira encore de faire des prêts pour la scolarisation de nos enfants et les prêts pour les intrants agricoles.
Voilà pourquoi l'Agence nationale de la sécurité alimentaire a axé cette opération sur la thématique la bancarisation, un thème pour permettre aux producteurs de s'approprier cette nouvelle vision du gouvernement togolais qui veut faire d'eux de vrais entrepreneurs agricoles. Cette fois-ci, pour pouvoir développer les relations entre les producteurs et les banques, nous avons voulu passer par la banque où les producteurs vont chercher leurs fonds. Et cela leur permet de créer, de tisser des relations avec les banques afin de bénéficier des crédits auprès de ces banques pour pouvoir développer mieux la production. Les acteurs impliqués, notamment la Chambre régionale de l'agriculture, s'engagent donc à accompagner les producteurs dans la perspective de les amener à cerner le mécanisme pour mieux saisir les opportunités des banques. Il est de notre devoir, aux côtés de l'ANSAT, qu'on puisse vraiment sensibiliser nos paysans sur l'appropriation de la vision du gouvernement. Puisque la vision du gouvernement, en fait, c'est d'accompagner les producteurs jusqu'aux petits producteurs à sortir de la pauvreté. Alors, cette idée de bancarisation, il est question que les coopératives se familiarisent avec la banque. Parce que par le passé, les banques ont peur des producteurs agricoles, des coopératives. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le discours. La vision du chef de l'État à travers le PND, c'est du concret. De la production à la transformation, les producteurs ont été également sensibilisés sur les bonnes pratiques agricoles ainsi que le plan national de développement PND qui dans son axe 2 prévoit une transformation agroalimentaire du Togo pour une croissance économique forte et résiliente. Connaissez-vous le nombre d'unités économiques opérant dans les secteurs formels et informels au Togo? Eh bien, on en sait un peu plus grâce au recensement général des entreprises. Une étude a été menée il y a quelques semaines par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Les résultats ont été analysés cette semaine par les experts en statistique. Les détails avec Bénédicte Aleke et Karine Olanlo. La présente rencontre des experts de la statistique se propose de faire le point des résultats des études faites sur les unités économiques installées au Togo. De ces études, il en ressort que sur l'aspect socio-économique, l'on dénombre 115 800 entreprises, dont 90,4% sont détenues par les nationaux et 4,9% viennent des pays de l'UEMOA. Le second aspect, celui qui tient compte de la forme d'exploitation, montre que 85,48% des entreprises se classent dans le secteur informel contre 14,52% dans le formel. Les troisième et quatrième aspects font ressortir le volume d'emploi qui est de 323 866 personnes avec un chiffre d'affaires estimé à 2 958,6 milliards de francs CFA. Il fallait d'abord concevoir un document du projet. Les résultats nous montrent clairement que le secteur informel est dominant sur le secteur formel. Ces résultats sont d'une grande importance. Le PND qui est aujourd'hui en train de se mettre en œuvre, va tirer beaucoup profit de ces données-là parce que ça permet de voir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour améliorer la production des entreprises, pour améliorer le climat des affaires, puisque c'est ce climat des affaires-là qui va faire en sorte que beaucoup d'investisseurs puissent venir. Le dernier recensement des entreprises au Togo remonte à 2003. Ces résultats sur la base de 2016, qui viennent donc d'être enregistrés, permettront au pays de disposer de bonnes bases de données, d'avoir la cartographie réelle des entreprises pour une structuration de l'économie nationale par secteur. Les résultats de ces études présentées ce jour et réalisées de janvier à mars 2018 constituent une source fiable de données qui éclairera la vision commune des plus hautes autorités pour développer davantage l'économie togolaise. Parlons de chiffres encore, cette fois-ci avec des données météorologiques. Les bulletins agrométéorologiques et climatologiques 2019 du Togo sont connus. Les documents renseignent sur les dispositions à prendre par les producteurs agricoles pour tirer meilleur profit de la saison. Ces informations ont été partagées avec tous les acteurs de la chaîne agricole à Théviers. Rencontre à l'initiative de la Direction générale de la météorologie. Robert Kotogbe et Sandra Ziagbe. Pour les 6e prochains mois au Togo, les populations et les producteurs savent comment programmer les activités. Avec la parution des bulletins climatologiques et
agrométéorologique de 2019, chaque acteur pourrait faire face au changement climatique brusque et imprévisible, entraînant des inondations, la sécheresse, des pluies et des vents violents. À Thiéviers, la Direction générale de la météorologie diffuse les informations de ces prévisions saisonnières. L'année 2019, les prévisions nous donnent une saison normale à excédentaire dans presque les deux régions, donc au sud et nord. Sur toute l'étendue du territoire, actuellement, nous sommes dans la pleine saison des pluies. Donc les paysans qui n'ont pas encore commencé par préparer leur terre, surtout dans le nord, peuvent essayer de le faire et puis mettre leur culture qu'ils veulent. Dans le sud, la saison s'est déjà installée. Donc les cultures, comme vous voyez très bien, les maïs tout consort, ont déjà grandi. Ce que nous allons pouvoir dire à la population paysanne de prendre des précautions pour pouvoir essayer de surveiller de près leurs champs, parce qu'il peut y avoir des pluies diluviennes, des pluies fortes qui peuvent entraîner des inondations, qui peuvent ravager ces champs. Les prévisions saisonnières des paramètres agro, climatiques et climatiques sont élaborées chaque année ensemble par les experts de la sous-région et de la météo Togo. Elles font partie intégrante de l'utilité de la météorologie. Quand un individu quiconque veut sortir doit consulter la météo, voir si le temps est beau ou bien le temps est menaçant. Les données météorologiques interviennent dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Si vous prenez l'aéronautique, les informations météorologiques interviennent pour essayer de sécuriser les vols et l'atterrissage et le décollage des avions. Au niveau du tourisme, au niveau du transport, avant de faire des ponts, il faut connaître quand même la température du milieu pour voir quelles sont les températures de seuil, voir aussi les quantités de pluie. La Direction générale de la météorologie nationale a deux missions. Elle est chargée de la gestion des stations climatiques, post-pluviométriques et synoptiques. Aujourd'hui, 250 stations servent à l'élaboration et à la diffusion des données météorologiques. Et parlons santé à présent, de l'albendazole, de l'ivermectine, des médicaments distribués aux populations gratuitement pour prévenir les maladies tropicales négligées. Cette campagne de masse est en cours et prend fin le 29 juin prochain dans toutes les régions du Togo. Le ministère de la Santé renforce les mesures de lutte contre ces maladies. La campagne a été lancée à Badia, dans la préfecture de la Ville, il y a quelques jours. Le récit de Medina Salami. Depuis 2010, le Togo organise des traitements de masse contre les maladies tropicales négligées. Cette opération est toujours d'actualité. Pour la campagne de traitement édition 2019, des agents du ministère de la Santé ont érigé leur camp de base à Badia dans la préfecture de la ville. Ici, les enfants de 5 ans et plus reçoivent des médicaments pour prévenir les parasitoses, la présence du sang dans les urines et les problèmes oculaires. Sur le terrain, on fait IEC d'abord. On explique comment le déroulement de la chose va se faire à la population d'abord avant de leur remettre les médicaments. Pour l'albendazole, nous donnons aux enfants de 5 à 14 ans. Maintenant pour l'ivermectine, c'est de 5 en allant. Pour praziquantel aussi, c'est de 5 à 14 ans. Cette action gouvernementale est ici appréciée par les premiers bénéficiaires. On nous a donné des déparasitants pour nos enfants. Je remercie le chef de l'État. La population souffre et les enfants souffrent également. Et quand l'État a pris sur lui vraiment gérer cette affaire, surtout que c'est gratuit, je ne peux que saluer. Je lance vraiment un appel à toute la population de Badia et d'ouvrir leurs portes aux agents qui vont vraiment intervenir et écouter les conseils nécessaires. Prendre soin de tout ce qu'on va leur donner. Et en général pour tout le Togo également, parce que si on te donne quelque chose de gratuit, il faut vraiment gérer cette chose-là. Toutes les régions du pays vont bénéficier de cette campagne de 12 jours. Sur place à Badia, les populations ont été entretenues sur les bonnes pratiques d'hygiène, histoire de mieux se prévenir contre les maladies tropicales négligées et partant encourager le gouvernement dans sa lutte contre ces maladies. Et puis, sachez que les femmes de la région de la Kara ont enfin leur maison, un centre de partage d'expériences, de promotion du leadership féminin et d'autonomisation de la femme. L'infrastructure a été réalisée dans le contexte du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, la remise de l'ouvrage aux bénéficiaires avec Nestor Mozo.
De la femme de Kara qui ouvre ses portes aux bénéficiaires. En 2015, la Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA a soumis une demande pour la construction d'une maison permettant aux femmes de se rencontrer pour le renforcement de leurs capacités en vue de leur plein épanouissement. La demande a été agréée et l'exécution des travaux a été confiée à l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. La maison de la femme de Kara a été érigée en 2 phases. La première phase, réalisée entre 2015 et 2016, a permis de construire 2 blocs de bâtiments à 50 millions de francs CFA, totalement financés par le président de la République. La seconde phase a été exécutée grâce à l'appui financier du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Cette étape a été marquée par la construction du 3e bâtiment, d'une paillote, l'acquisition du mobilier et le renforcement des capacités des leaders à la base, tout ceci pour une valeur de 50 millions de francs également. L'objectif de cet accompagnement est d'instaurer l'entrepreneuriat dans le rang des femmes, d'augmenter le revenu des ménages et de créer un cadre idéal à la promotion du leadership féminin. Le travail fait sur ce site a été participatif et inclusif. Heureux sont les bénéficiaires et les autorités locales en réceptionnant le joyau. Ils témoignent leur sentiment de gratitude au président de la République. C'est une grande joie qui nous anime, nous les femmes vaillantes de la préfecture de la COSA. Nous attendions impatiemment ce jour qui est enfin arrivé. Madame le ministre, nous vous prions très humblement de transmettre notre reconnaissance et notre gratitude au président de la République pour sa politique qui vise l'autonomisation et l'épanouissement des femmes du Togo. La remise de la maison des femmes, après bien sûr celle des jeunes, vient consolider la politique des grands travaux du chef de l'État. En lançant officiellement le 4 mars dernier le plan national de développement, le chef de l'État continue par diriger de façon éclairée et pragmatique la marche du pays vers l'émergence. La délégation gouvernementale qui a procédé à la remise de la maison de la femme de Kara aux bénéficiaires a précisé à l'assistance les services que cette infrastructure va offrir. Cet ouvrage est une matérialisation supplémentaire des efforts du gouvernement togolais à renforcer et à promouvoir le leadership féminin. L'infrastructure dotée d'équipements constitue le cadre de rencontre par excellence de la femme togolaise. Femme togolaise qui aspire à son plein épanouissement et à sa participation active au développement de notre pays. Le centre offre des services directs de formation et d'assistance aux femmes dans des domaines tels que l'alphabétisation fonctionnelle, l'entrepreneuriat, la prévention et la gestion des violences basées sur le genre, ainsi que la promotion du leadership de la femme et de la jeune fille. Sur le plan économique, c'est un centre qui sert de lieu de concentration d'informations sur les programmes et les ressources d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Un cadre d'échange par excellence entre les acteurs œuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui est propice à l'exposition et à la valorisation des produits et œuvres des entreprises féminines. Les maisons de la femme existent aussi dans 2 autres villes, à savoir Sotoua et Noitien. Dans la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l'axe routier Lomé-Saint-Cassé Ouagadougou, il est prévu des centres de promotion de la femme dans 7 villes du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de nos programmes et très belle soirée.